Les semi-humains disséminés dans ce monde maintiennent le village de Lag dans un état de guerre constant. Kai, un soldat du village, s'allie à son ami Manso pour affronter un des monstres gorilles. Cependant, même la force de leur amitié ne peut le sauver car, en matière de combat, Kai est totalement inutile. Maintenant, Kai se retrouve acculé. Sans aucun doute, il aurait trouvé la mort à cet instant précis. Mais au tout dernier moment, Allah abat le gorille en tant que gardien désigné du village, béni par le dieu de la terre. Il est le guerrier le plus fort parmi eux. Avec une facilité terrifiante, il tranche les gorilles les uns après les autres, jusqu'à finalement se tenir devant le gardien gorille. On s'attendrait à ce que le plus puissant des gorilles pose de réelles difficultés à Allah, mais en quelques secondes à peine, il le tranche net en deux. Maintenant que tous les gorilles sont éliminés, les soldats commencent à découper leur corps, et l'un d'eux passe devant Allah, un récipient rempli d'un liquide étrange à la main, sans hésiter. Allah le prend et boit le liquide, et juste après, son corps commence à rayonner d'une aura rouge. Ce sont ce qu'on appelle des pierres divines. On dit que consommer le liquide qu'elles contiennent renforce la force et l'énergie spirituelle d'une personne. Il semblerait donc logique que tous les membres de l'armée en boivent au moins une pour devenir plus forts ensemble. Mais ce n'est pas le cas. Le règlement ne leur permet d'en consommer que de minuscules gouttes. Chacun reçoit sa goutte. Et après avoir pris la sienne, Kai sent déjà sa puissance spirituelle augmenter. Il se tourne vers Manso et lui demande s'il peut en avoir un peu plus. Mais malheureusement, il n'est qu'un simple soldat, donc il n'aura jamais la chance de boire une pierre divine entière. Selon les règles, presque toutes les pierres divines doivent aller à un porteur gardien comme Allah. Alors, même s'il est déjà incroyablement puissant, il est forcé de devenir encore plus fort, tandis que les autres soldats restent bloqués à des niveaux de puissance pitoyablement bas, et pourtant, personne ne voit de problème avec ce système. De retour au village, une grande célébration éclate pour commémorer leur triomphe sur les gorilles. Pourtant, même pendant le festin, les portions sont strictement divisées par rang. Les puissants guerriers et les enfants du chef s'accaparent toute la viande et le vin, tandis que les simples soldats comme Kai doivent se contenter d'un maigre bol de soupe. Honnêtement, la soupe n'est pas si mauvaise, mais Kai ne peut s'empêcher de souhaiter goûter à la bonne nourriture. Lui aussi. Malheureusement, cela n'arrivera jamais tant qu'il restera un soldat de bas rang. Il fait donc le vœu de s'entraîner dur et de devenir plus fort pour gravir les échelons. Juste après la fin du banquet, Kai sort et commence à s'entraîner de toutes ses forces. Mais c'est difficile de tout donner quand il n'a presque rien mangé de la journée. Il s'écrie qu'il aimerait vraiment avoir des boules de riz. Là, tout de suite. Et quelques instants plus tard, Manso apparaît et demande à Kai ce que sont exactement les boules de riz. Kai avoue qu'il n'est pas tout à fait certain d'où l'idée lui est venue. Le mot lui est simplement venu à l'esprit un jour, sorti de nulle part. Malgré tout, il n'arrive pas à se défaire de l'idée que des boules de riz seraient incroyablement délicieuses. Quelque chose tracasse Kai, et il montre la colline où le village honore ses guerriers défunts. Ce versant est réservé aux soldats qui ont laissé des familles, un lieu constamment visité par des proches en deuil. Mais de l'autre côté, il y a une autre colline en désordre complet, remplie de tombes négligées de ceux qui sont morts sans que personne ne les pleure. Personne ne s'est jamais soucié de ce coin de terre oublié. Les orphelins comme lui sont destinés à finir enterrés dans un endroit comme celui-là quand ils meurent, sans que personne ne visite leur tombe et sans aucune trace de leur existence dans le village. C'est précisément pour ça que Kai veut devenir plus fort, pour survivre assez longtemps et vivre une vie qui ait réellement un sens. Et pour cela, il n'a pas d'autre choix que de manger ses maigres rations et de s'entraîner plus dur que quiconque. Mais même ça ne suffirait pas à lui garantir la victoire. Il aurait besoin d'un avantage unique, d'un pouvoir caché pour lui donner un avantage au combat. Bien qu'il n'ait aucune idée de ce que ça pourrait être, à ce moment précis, dans le château, Allah et sa sœur José se rendent dans la chambre de leur père. Allah dit à José qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter des briefings de guerre puisqu'elle n'est pas censée participer au combat comme lui. Malgré tout, elle dit qu'elle veut aussi aider à protéger le village. Mais Allah la rabroue, disant qu'une fille de la famille du chef n'a pas besoin d'apprendre à se battre, et peu importe ses supplications, il ne le permettra pas. Jose bouillonne face à cette injustice. Étant exclue de la bataille simplement parce qu'elle est une fille, l'univers semble se moquer d'elle davantage quand elle jette un coup d'œil par la fenêtre et aperçoit Kai et Manso riant et s'entraînant ensemble. Manso,
plus âgé et bien plus compétent, surpassent facilement Kai lors de leur séance d'entraînement, ne laissant à Kai d'autre choix que de se concentrer désespérément sur la défense tout le temps. Manso avertit Kai qu'il ne progressera jamais s'il ne commence pas à prendre l'offensive. Kai tente finalement une attaque, mais ce faisant, il se laisse complètement exposer. Manso contre instantanément, en voyant Kai s'écraser au sol où sa tête heurte le plancher. L'impact lui provoque une grave commotion cérébrale. Et soudain, des souvenirs fragmentés de sa vie passée au Japon lui reviennent en mémoire, alors que sa conscience vacille à travers ses souvenirs. Il se souvient d'un mot spécifique, magie. Cependant, quand il se réveille enfin, il n'a aucune idée de ce que signifie même la magie. Puisque ce mot n'existe pas dans ce monde, ce n'est pas la première fois que Kai a d'étranges souvenirs. Apparemment, dans ce monde, pas mal de gens ont ce genre de vision, mais Kai ne pense pas que ça vaille la peine d'en parler à qui que ce soit. Bien sûr, ses souvenirs lui ont donné des connaissances sur des choses comme les boules de riz et la magie, mais rien de tout ça ne l'aide vraiment ici. Surtout que la magie n'était qu'un conte de fées au Japon. Néanmoins, s'il existait un moyen pour lui d'utiliser réellement la magie, il pourrait faire forte impression lors de leur prochaine bataille, et cela boosterait certainement son statut. Pendant ce temps, de retour au château, le chef vient de recevoir une lettre d'un des villages voisins, et il semble qu'il soit attaqué par des orques. Donc, conformément à l'accord d'alliance entre les deux villages, les habitants de Banya sont obligés de partir et de fournir une assistance immédiatement. Le chef n'est pas content de devoir renvoyer les soldats au combat si tôt, surtout qu'ils ont à peine eu le temps de se reposer et de se remettre du combat contre les gorilles. Mais Allah lui dit que c'est le devoir d'un soldat d'être déplacé et de mourir pour le village, donc ils n'ont pas le droit de se plaindre. Malgré tout, le chef lui rappelle que les soldats font toujours partie du village, et qu'il ne devrait pas les traiter comme de simples pions jetables. De retour à la caserne, Kai a du mal à dormir, obsédé par l'idée de la magie. Manso voit bien que quelque chose le tracasse, alors il lui demande ce qui ne va pas. Kai lui dit que ce n'est rien de grave, mais qu'il a rêvé qu'il était capable de créer du feu à partir de rien. Aussi étrange que cela puisse paraître, il pensait que Manso trouverait ça stupide. Mais à sa grande surprise, Manso avoue qu'il a déjà entendu parler de quelque chose de similaire. Il a entendu une fois une histoire à propos d'un étrange voyageur arrivé au village. L'homme voulait faire un feu, mais n'avait pas d'amadou sur lui. Et dans des circonstances normales, il aurait été impossible de le faire sans les outils appropriés. Pourtant, l'homme a simplement levé le doigt et a produit une flamme à partir de rien. Kei est surpris d'apprendre qu'il existe réellement un récit de quelqu'un utilisant la magie. Zano. Mais Manso lui rappelle qu'il ne l'a entendu que dans une vieille histoire. Il n'y a donc aucune garantie que ce soit vrai. Malgré tout, cette histoire a motivé Kai à essayer d'apprendre à utiliser la magie. Alors le lendemain, il part et trouve un endroit isolé pour pouvoir commencer à s'entraîner. Il n'est pas tout à fait sûr du fonctionnement de la magie, mais d'après ce dont il se souvient, cela semble nécessiter une sorte d'énergie énigmatique. La chose la plus proche à laquelle Kai peut la comparer serait l'énergie spirituelle. Alors il décide d'essayer ça. Tendant le doigt, il ordonne à son énergie spirituelle de se manifester sous forme de feu. Mais ce n'est pas si simple. Il réalise qu'il doit probablement concentrer son énergie spirituelle d'abord. Alors il commence à essayer de la canaliser à travers sa pierre divine. Mais peu importe ses efforts, rien ne change. Pendant ce temps, des orques ont été aperçus juste à l'extérieur du village voisin, et ils ont déjà tué une douzaine de soldats, alors le reste des soldats se rassemble pour riposter. Les soldats attendent à l'extérieur de la forêt pour voir si les orques sont toujours là. Et dès qu'ils repèrent les orques, ils chargent. Les orques passent aussi à l'attaque, mais Manso parvient rapidement à en poignarder un en plein cœur, voulant lui aussi tuer un orque. Kai se précipite, mais l'un d'eux lui lance un cadavre, le projetant contre un arbre et le clouant au sol. L'orque s'approche alors, prêt à abattre Kai, mais avant qu'il ne puisse le faire, une volée de flèches l'atteint et Manso l'achève. Manso crie sur Kai pour avoir foncé seul et lui ordonne de rejoindre la formation. Mais il semble que Kai se soit blessé à la jambe en se faisant frapper, et il ne peut plus marcher seul. Au même moment, Ola se fraye un chemin à travers les orques, et une fois qu'il réalise qu'il est bien trop puissant pour eux, ils commencent tous à se replier. Mais Ola n'a aucune intention de les laisser s'échapper. Il abandonne donc le reste des soldats et se lance à la poursuite des orques en fuite, ce qui les laisse plus ou moins se débrouiller seuls avec les orques restants. Et vu comme ils ont du mal à combattre les orques seuls, les soldats sont cuits.
Le chef d'escouade ordonne à tous les soldats de courir et de se disperser pour que la plupart d'entre eux survivent. Mais avec la jambe blessée de Kai, lui et Manso n'ont aucune chance d'échapper à l'orque. Kai refuse de retenir ses amis à cause de lui. Alors il arrête Manso et l'encourage à continuer seul. Manso ne veut pas abandonner Kai, mais au fond de lui, il comprend qu'il n'y a pas d'autre option. Avec regret, il s'excuse et jure qu'il se recueillera sur la tombe de Kai. Alors, Manso s'enfuit dans une direction tandis que Kai rampe dans la direction opposée. Il sait qu'il n'a aucune chance de gagner, mais il refuse toujours de renoncer à sa vie. Alors, quand il entend l'orque se rapprocher, il essaie de lancer de la magie de feu pour se protéger. Mais ça ne marche toujours pas. Quelques instants plus tard, l'orque lance sa lame sur Kai, le frappant à l'épaule et le blessant grièvement. Le bon côté des choses, c'est que cette rencontre avec la mort fait jaillir des étincelles du bout des doigts de Kai. Alors, peut-être qu'il peut réellement utiliser la magie. Le problème, c'est qu'il ne survivra peut-être pas assez longtemps pour le découvrir, car l'orque sort des buissons et commence à l'étrangler. Alors, Kai aperçoit les étincelles au bout de son doigt et il comprend instantanément ce que cela signifie. Il lève la main vers le visage de l'orque et, utilisant chaque once de force et de volonté qui lui reste, il invoque des flammes qui brûlent la créature vive. L'orque pousse un cri d'agonie et Kai parvient à se libérer de son emprise. Finalement, l'orque s'effondre à cause des dégâts qu'il a subis et Kai est fier d'avoir enfin réussi à abattre un monstre par lui-même. Mais il y a un petit problème, sa main est toujours en feu. Il essaie frénétiquement d'éteindre les flammes. Mais après quelques instants, il commence à perdre conscience car le feu draine toute son énergie spirituelle. S'il ne trouve pas un moyen d'arrêter ça rapidement, il va mourir d'épuisement d'énergie spirituelle. Il doit donc trouver une solution rapidement. Il doit juste imaginer son énergie spirituelle comme un barrage qu'il a ouvert en lançant la magie du feu. Alors, pour éteindre les flammes, il lui suffit de rester calme et de refermer le barrage. Rester calme devient presque impossible quand Kai voit l'orque. Gravement blessé, mais toujours vivant, il commence à s'approcher de lui. Avec un grand effort, il finit par couper le flux de son énergie spirituelle, mais c'est trop tard. La créature l'atteint quand même. L'orque l'attrape et commence à s'éloigner. Pourtant, l'orque ne l'a pas achevé, et Kai réalise que les flammes ont dû aveugler la créature, qui ignore qu'il est encore en vie, bien que Kai n'ait aucune envie de mourir. Il sait que son corps ne tiendra pas beaucoup plus longtemps. À tout le moins, il est déterminé à entraîner l'orque dans sa chute. Alors que la bête titube près du bord d'une falaise, Kai lui ouvre la poitrine d'un coup de lame, et ils finissent tous les deux par tomber dans une rivière. D'une manière ou d'une autre, Kai survit à la chute et utilise son couteau pour se sortir de l'eau, bien que son énergie spirituelle soit toujours dangereusement basse, réalisant qu'il doit se dépêcher s'il veut rester en vie. Il remarque le cadavre de l'orque non loin de là, cette fois, clairement sans vie. Sans perdre un instant, il prend son couteau, lacère le corps de l'orque et récupère sa pierre divine, puisque boire le liquide de la pierre divine peut l'aider à restaurer son énergie spirituelle. Kai ne perd pas de temps et l'ingère complètement. Alors que l'énergie spirituelle commence à parcourir son corps, Kai sent déjà qu'il se rétablit. Alors, il s'allonge près d'un arbre pour se reposer. Maintenant qu'il a enfin un moment pour réfléchir, ça le frappe. C'est en fait la première fois qu'il consomme une pierre divine entière. À partir de maintenant, l'énergie spirituelle ne sera plus un problème. Malgré tout, la profonde blessure à son épaule saigne abondamment et il est presque sûr qu'il va mourir ici de toute façon. Point positif. Au moins, il peut mourir en regardant un si beau coucher de soleil. De retour au village, tous les soldats sont revenus de la bataille et se préparent à célébrer leur triomphe sur les orques. Manso, lui, ne ressent pas la même joie. Un de ses camarades soldats le voit abattu et s'approche, lui disant qu'il devrait se réjouir, et là, ça le frappe. Kai n'est pas là, ce qui est étrange vu que Manso et Kai ne se quittent presque jamais. Après une brève pause, il réalise que Kai a dû tomber au combat. Mais au lieu de lui offrir sa sympathie, le soldat dit froidement à Manso de passer à autre chose, affirmant que Kai n'était qu'un poids mort de toute façon. Kai reste inconscient sous l'arbre toute la nuit. Et au matin, il se réveille, choqué de se découvrir encore en vie, non seulement vivant, mais se sentant plus fort que jamais. Sa jambe brisée a guéri, et la blessure à son épaule s'est complètement refermée. Bien qu'il soit soulagé de la tournure des événements, une certaine confusion persiste. Après tout, boire une pierre divine n'aurait pas dû suffire à guérir des blessures aussi graves en une seule nuit.
Kay suppose que cela pourrait avoir quelque chose à voir avec le mur derrière lui. Alors il se retourne pour vérifier et voit que c'est en fait une pierre recouverte d'étranges inscriptions. Il essaie de les lire, mais il y a trop de lianes qui bloquent la vue. Alors il décide d'utiliser sa magie de feu pour les brûler. Le problème, c'est que sa magie est bien plus puissante qu'avant, et la décharge soudaine projette Kay à travers la vallée. Alors qu'il se relève, il aperçoit son reflet dans l'eau et est stupéfait de voir un blason divin gravé sur son visage. Il le reconnaît instantanément comme la marque d'un porteur gardien. Mais en quelques instants, les marques disparaissent, ce qui lui fait croire qu'il a dû rêver. Il retourne vers la pierre, espérant enfin pouvoir examiner clairement les inscriptions. Mais l'écriture est dans une langue qu'il ne peut déchiffrer. Alors il décide d'abandonner et de reprendre le chemin du village. Il aperçoit une paroi rocheuse qui semble escaladable. Alors il commence à agripper les rochers pour s'échapper. Mais soudain, son blason divin réapparaît et il brise involontairement le rocher auquel il s'accrochait. Il dégringole dans la vallée, pensant d'abord que la pierre était fragile. Pourtant, quand il saisit une autre pierre, il s'aperçoit qu'il peut l'écraser sans effort, elle aussi. Il en déduit que la pierre divine lui a donné un énorme regain de puissance, et Kay ne pourrait pas être plus heureux. Mais alors qu'il se réjouit, une voix l'appelle, lui disant de partir, et il n'a pas l'intention de rester pour voir qui ou quoi c'était. Il commence immédiatement à escalader la falaise à toute vitesse. Quand il atteint le sommet, il est stupéfait de la facilité avec laquelle il est monté. Et maintenant, il est encore plus ravi de sa nouvelle force qu'il ne l'était il y a un instant. Malgré tout, il se demande si c'est vraiment le pouvoir de la protection divine. L'emblème divin, connu comme la marque d'un porteur gardien, serait un don des dieux de la terre. Pourtant, Kay n'a aucun souvenir d'avoir reçu un quelconque pouvoir d'un dieu. Peut-être que c'est arrivé pendant qu'il était inconscient, mais tant qu'il n'aura pas toute l'histoire, il vaut probablement mieux le cacher aux autres villageois pour le moment. Au village, Manso vient de terminer la préparation d'une tombe pour Kay. Mais à ce moment-là, Kay apparaît comme si de rien n'était. Manso est fou de joie de revoir Kay, et la vie reprend largement son cours normal par la suite. Kay reprenant ses tâches habituelles, cette fois, cependant, il excelle remarquablement dans son travail. Il était seulement censé labourer une petite partie du champ, mais en un rien de temps, il avait labouré toute la zone sans même transpirer. Un instant, Kay panique, craignant que son emblème divin ne soit visible, mais après avoir vérifié son reflet dans l'eau, il confirme que son secret est bien gardé. L'emblème ne se manifeste probablement que lorsqu'il déploie un maximum d'efforts. Donc tant qu'il évite de trop forcer, tout devrait bien se passer. Les autres remarquent qu'il semble beaucoup plus fort qu'avant et lui demandent s'il s'est passé quelque chose. Kay a du mal à trouver une excuse. Alors il avoue simplement qu'il a consommé la pierre divine de l'orque qu'il a vaincu. En entendant cela, le groupe est stupéfait. Des soldats ordinaires comme eux ont rarement la chance de boire une pierre divine entière. Cependant, comme Kay était gravement blessé et proche de la mort, il n'avait vraiment pas d'autre choix. En fait, pendant son retour au village, il a fini par consommer les pierres divines de près de 10 orques qu'il a croisés sur le champ de bataille. Cette explication est parfaitement logique, et les autres comprennent enfin pourquoi Kay est devenu si puissant. Manso va même jusqu'à le féliciter d'être revenu vivant. Pendant ce temps, une des femmes du village, Elsa, observe Kay anormalement longtemps, ce qui incite ses amis à la taquiner à ce sujet. À peu près au même moment, de retour au village, la princesse José se rend à l'entrepôt pour parler avec le responsable. Il l'informe que toutes les offrandes funéraires ont été préparées. Elle est donc libre de commencer le nettoyage des tombes quand elle le souhaite. Tôt le lendemain matin, Kay s'entraîne déjà à sa magie du feu, et il ne fait aucun doute qu'elle est devenue plus puissante qu'avant. Mais alors qu'il est en plein entraînement, José s'approche et exige des explications. Disant qu'il a l'air terriblement suspect, Kay n'a d'autre choix que d'obéir à l'ordre direct de la princesse. Alors il lui explique tout de son pouvoir de feu. Étonnamment, José ne semble pas trop choqué, car elle connaît déjà des pouvoirs similaires. Généralement, ceux qui possèdent des pouvoirs sont issus de familles d'élite ou sont des moines entraînés, ce qui rend Kay quelque peu inhabituel, surtout qu'il ne montre aucun signe d'épuisement. Bien qu'il ait probablement dépensé beaucoup d'énergie spirituelle, José se souvient d'une rumeur selon laquelle Kay aurait acquis une force immense après avoir consommé plusieurs pierres divines, ce qui suggère qu'il possède une plus grande réserve d'énergie spirituelle que la plupart. José demande à Kay de s'entraîner avec elle, et il n'a aucune raison de refuser. Peu de temps après,
Les deux s'entraînent avec des lances d'entraînement. Bien que Kai soit bien plus fort qu'avant, José, en tant que porteuse gardienne, n'est pas quelqu'un qu'il peut facilement vaincre sans faire d'efforts. Cependant, il ne veut pas involontairement exposer son emblème divin s'il force trop. Il doit donc être prudent. Après la fin du duel, Kai se dirige vers le puits pour chercher de l'eau, sincèrement surpris d'avoir pu terminer l'entraînement si facilement, surtout qu'il s'était retenu pour ne pas révéler son emblème divin. Cela implique que sa véritable puissance est si écrasante que même une porteuse gardienne comme José n'aurait aucune chance s'il devait libérer toute sa force. À ce moment précis, José lui demande de lui apporter de l'eau aussi. Alors Kai se dépêche de retourner vers elle. Pendant qu'elle se lave le visage, il en profite pour lui demander si tous les porteurs gardiens possèdent le même niveau de force. José explique qu'elle fait en réalité partie des plus faibles, puisque son père et son frère sont bien plus forts qu'elle. La force d'un porteur gardien dépend de la bénédiction qu'il reçoit de son Dieu de la terre, mais il doit aussi s'entraîner indépendamment s'il veut devenir plus fort. En matière d'entraînement, José est loin derrière, à proprement parler. Elle n'est pas obligée de s'entraîner puisque les femmes de ce village ne sont pas censées se battre. Mais en tant que porteuse gardienne, elle a la responsabilité de défendre le village au combat, ce qui signifie qu'elle doit aussi devenir plus forte. Et le rôle de gardien ne se limite pas à la victoire sur le champ de bataille. Il va au-delà de ça. Kay est perplexe, mais alors qu'il s'apprête à lui demander des éclaircissements, la cloche du matin sonne le réveil. Comme José n'est pas censé être ici, elle doit se dépêcher de retourner au château avant que quelqu'un ne la repère. Alors qu'elle s'apprête à partir, Kay l'arrête rapidement avec une dernière question. Que voulait-elle dire exactement quand elle a dit que les gardiens avaient un but qui dépassait la simple victoire dans les batailles? Elle a développé de l'affection pour Kai et souhaite lui éclaircir les choses, mais les règles l'interdisent. Au lieu de cela, elle l'invite à se joindre à elle pour son devoir mensuel de nettoyage des tombes. Son dieu de la terre est enchâssé dans le village d'Édé. Alors elle s'arrangera pour que Kai l'accompagne et une fois là-bas, elle pourra tout révéler. Kay accepte de se joindre à eux et quelques jours plus tard, José part pour le village avec Kai et une poignée de soldats. Ils ont pour mission de protéger José au cas où quelque chose tournerait mal, car la zone se trouve en territoire singe. Cependant, les soldats trouvent un peu étrange d'avoir été soudainement choisis pour escorter José, surtout quand c'est généralement une autre escouade qui s'occupe de ce genre de mission. Un soldat de l'escouade de Kai mentionne, après avoir entendu une rumeur, que José a spécifiquement demandé à Kai de se joindre à elle, ce qui explique pourquoi toute leur unité a été impliquée dans cette mission. Il se tourne vers Kai et lui demande si c'est vrai. Kay commence à répondre. Mais avant qu'il ne puisse finir, Manso l'interrompt, disant aux autres de se calmer car il est absolument impossible que la princesse le reconnaisse. Les autres ont du mal à accepter que Kai soit ami avec la princesse, mais ils restent néanmoins envieux de lui. Finalement, ils atteignent le village, et à la stupéfaction de Kai, ce n'est rien de plus qu'un tas de ruines. Il y a des années, des monstres ont envahi le village, forçant les habitants à l'abandonner. Pourtant, la pierre tombale est toujours là, et en tant que disciples du Dieu de la terre, ils sont toujours tenus par le devoir de s'en occuper, même si le Dieu de la terre de ce village est devenu si faible que plus rien ne pousse dans le sol. À ce moment-là, José s'approche et dit qu'elle veut explorer un peu le village, et qu'elle aura donc besoin de quelqu'un pour l'accompagner. L'homme se porte immédiatement volontaire pour accompagner José, mais elle dit qu'elle préférerait que ce soit Kai qui l'accompagne. Alors Kai et José commencent à traverser le village, et lorsqu'ils arrivent à un petit jardin de fleurs, José se met à genoux et commence à prier. Kay est curieux et veut demander ce qu'elle fait, mais elle insiste sur un silence complet et lui dit de ne pas parler. Une aura rouge commence soudainement à s'échapper du corps de José et à se répandre sur les fleurs. Et quand elle a terminé, elle explique qu'elle priait simplement pour que la grâce du Dieu de la terre se rassemble ici. C'est un travail que seuls les porteurs gardiens liés à un Dieu de la terre peuvent faire. Mais comme ce village a été abandonné, l'esprit de son Dieu tutélaire s'est beaucoup affaibli, ce qui explique en partie pourquoi elle n'est pas aussi forte que son frère ou son père. Alors que le village de Lag prospère grâce à d'abondantes récoltes dues à la force de son père, Jose a du mal à entretenir ne serait-ce que ce petit jardin de fleurs avec ses capacités. C'est pourquoi le père de José n'a jamais relâché son entraînement, sachant que s'il se laissait faiblir, cela pourrait sonner le glas pour tout le village de Lag.
Bien que les dieux tutélaires accordent du pouvoir aux gardiens, ce pouvoir dépend de la force de l'individu. C'est pourquoi tous les gardiens doivent s'entraîner et boire des tonnes de pierres divines. Kai et Jose finissent par rejoindre le reste du groupe, et il est temps de nettoyer la pierre tombale. Ils s'aventurent donc tous dans les ruines, tandis que quelques soldats restent en arrière pour monter la garde. Pendant que Kai et Jose nettoient la pierre tombale, il l'examine attentivement et la reconnaît comme identique à la pierre qu'il a rencontrée dans la vallée. Et quand il touche l'inscription sur celle-ci, tous les mots sont automatiquement traduits dans sa tête. L'inscription mentionne le nom du dieu tutélaire auquel appartient cette pierre tombale. Alors Kai fait le tour pour en lire davantage. Mais pour une raison quelconque, il ne peut pas lire cette partie du texte. Il est capable de reconnaître certains mots comme pacte et temple, mais il ne forme pas une phrase complète, donc il n'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire. José voit Kai marmonner et lui demande si quelque chose ne va pas. Kai est sur le point de répondre, mais il est distrait par la poitrine de José et détourne rapidement le regard, préférant se taire. À ce moment précis, des soldats font irruption et avertissent de tout le monde qu'un groupe de singes approche. Tout le monde se précipite dehors et commence à dissimuler la tombe. Cependant, avant qu'ils ne puissent s'échapper, les singes arrivent. Le capitaine ordonne rapidement à Kai et Manso d'emmener José en sécurité au village, tandis que les autres restent pour les retenir. Alors que Kai et les autres tentent de s'échapper, deux singes leur bloquent le chemin, incitant Manso à s'avancer pour les affronter. Cependant, un singe piétine le jardin fleuri que José a patiemment cultivé. Fou de rage, José se précipite dehors, jurant d'abattre la bête pour sa destruction. Au début, le singe hésite en voyant les marques, mais comme elle n'a pratiquement aucune expérience du combat, ses mains tremblent de peur. Le singe comprend vite que c'est une débutante et passe à l'attaque, mais Kai bondit et lui inflige une profonde entaille à la poitrine. Kai remarque le deuxième singe qui charge le groupe de Manso. Alors, il ramasse la hache qui traîne par terre et la balance, tranchant l'épaule du singe. Il saute ensuite dans les airs et enfonce la lame directement dans sa tête. Tout le monde est surpris que Kai ait réussi à vaincre les singes avec une telle facilité. Mais José est particulièrement bouleversée car elle a aperçu les marques de porteurs de gardiens sur le visage de Kai. De retour au village de Lag, José se fait gronder par Ola, qui est furieuse après avoir appris qu'elle a failli se faire tuer au combat. Il s'écrie que c'est précisément la raison pour laquelle il désapprouve qu'elle se batte aux côtés des soldats. Cependant, le chef du village intervient pour le calmer. Le plus important est que José soit sain et sauf, mais pour l'instant, il devrait se concentrer sur le renforcement des patrouilles dans la région, surtout avec l'arrivée imminente de l'inspecteur. Ola est d'accord et part informer les soldats du nouveau programme de patrouille. Une fois qu'il est parti, José se tourne vers son père et s'excuse pour tous les problèmes qu'il a causés. Mais Moloch n'est pas fâché. Il a déjà été mis au courant de tout ce qui s'est passé, y compris comment Kai a abattu deux singes à lui tout seul. Alors maintenant, il est juste impatient de voir ce que Kai va faire ensuite. Pendant ce temps, Kai est occupé à faire quelques corvées quand certains de ses amis l'attrapent. Il le charrie parce que, depuis l'expédition au village d'Ida, tout le monde appelle Kai un héros pour avoir sauvé José. En plus de ça, il court même des rumeurs selon lesquelles Kai et José se seraient beaucoup rapprochés là-bas. Certaines filles remarquent ce qui se passe et pensent que l'on pense que les garçons s'amusent comme d'habitude, mais Elsa n'arrive pas à quitter Kai des yeux. Les autres le remarquent et en déduisent qu'elle a vraiment des sentiments pour lui. Elles commencent à la taquiner, en plaisantant que si elle ne se décide pas bientôt, quelqu'un d'autre pourrait bien lui piquer Kai. Quelques minutes plus tard, José s'approche de Kai et lui demande s'ils peuvent parler seuls, même s'il n'a aucune idée de ce qu'elle veut. Kai accepte, et ils se dirigent tous les deux dans une ruelle voisine pour discuter. Pour commencer, José prend soin de remercier Kai de lui avoir sauvé la vie pendant l'incident, mais elle aborde aussi autre chose. Elle aurait juré avoir aperçu un emblème divin sur le visage de Kai quand il combattait ses singes. Maintenant, après l'avoir observé de près, elle est sûre que c'était son imagination. Après tout, quelles sont les chances de que Kai devienne porteur d'un gardien comme ça, sorti de nulle part? Sa défaite au combat lui a fait réaliser à quel point elle est faible. C'est pourquoi elle a décidé de se consacrer entièrement à l'entraînement afin de devenir plus forte. Et elle s'attend à ce que Kai commence à la rejoindre tous les matins à partir de maintenant. Kai n'est pas ravi d'être entraîné dans la routine d'entraînement de Jose, mais il ne peut se résoudre à la refuser, alors il accepte à contre-cœur de s'entraîner avec elle chaque matin.
Pendant ce temps, les amis de Kai l'espionnent secrètement derrière un arbre depuis tout ce temps. Ils n'ont aucune idée de ce dont lui et Jose discutent, mais ils sont tous incroyablement jaloux que Kai puisse passer du temps avec elle. Plus tard, Kai reprend sa routine habituelle et commence à fendre du bois quand Elsa l'approche à l'improviste. Tenant un bol d'eau, Kai lève les yeux et lui demande si elle l'a apporté pour lui. Elsa acquiesce, expliquant qu'elle s'est dit qu'il aurait peut-être besoin de boire après avoir travaillé si dur au soleil. Kay la remercie de penser à lui. À ce moment-là, une amie d'Elsa s'approche et la presse de se dépêcher, car elles ont encore des tâches à accomplir. Kay suppose qu'elle était simplement gentille. Mais Manso voit clair dans les intentions d'Elsa et fait remarquer à Kai qu'il a de la chance. Juste à ce moment-là, Kai entend le son d'un chant d'oiseau inhabituel au loin, et cela lui rappelle celui de la vallée. Bien qu'il ne comprenne pas pourquoi cela se produit ici, cette même nuit, Kai essaie de s'endormir, mais le cri persistant de l'oiseau continue de lui parvenir. Finalement, il abandonne, se lève et se décide à retrouver ce qu'il cherche. Un mur immense entoure le village. Mais avec la force actuelle de Kai, il le franchit sans effort d'un seul bond. Il court ensuite jusqu'à la vallée où tout a commencé. Arrivé à l'arbre, il remarque de nouveau la pierre. Maintenant qu'il comprend que c'est la pierre tombale d'un dieu, il essaie de la lire. Mais pour une raison quelconque, il n'y parvient toujours pas. Malgré tout, il exprime sa gratitude au dieu de l'avoir sauvé et passe le reste de la nuit à nettoyer soigneusement la pierre. Avant de partir, il place une petite offrande devant, mais sur le chemin du retour, il commence à avoir un peu faim, alors il boit à la rivière et prend des fruits d'un arbre voisin. Il est surpris de voir à quel point la forêt est généreuse, ce qui lui donne envie de vivre ici. Et là, il a une idée. Il pourrait simplement se construire une maison ici même. Cependant, construire une maison signifie qu'il aura besoin de bois. Alors, il escalade une falaise proche jusqu'à ce qu'il aperçoive un arbre grand et robuste, parfait pour être abattu. Mais maintenant qu'il est juste devant, il réalise qu'il n'a aucune idée de comment l'abattre. Il a bien son poignard, mais c'est bien trop petit pour s'attaquer à un arbre aussi épais. Réfléchissant rapidement, Kai décide d'utiliser sa magie de feu, augmentant son intensité jusqu'à ce qu'elle prenne la forme d'une lame flamboyante autour de sa main. Malheureusement, comme l'arbre est en bois, son coup de feu enflamme accidentellement la forêt environnante. Heureusement, il parvient à éteindre les flammes avant qu'elles ne se propagent trop loin. Mais il doit encore trouver comment abattre cet arbre. S'il pouvait invoquer le feu à partir de rien, il pourrait sûrement trouver un moyen de couper du bois. Soudain, un souvenir de sa vie passée surgit dans son esprit et, tout à coup, Kai se souvient de tout ce qui concerne les structures moléculaires. Il réalise que pour abattre l'arbre, il lui suffit de perturber les liaisons entre ces molécules. Appuyant sa paume contre l'arbre, il se concentre, canalisant son énergie spirituelle d'une nouvelle manière, la façonnant en une force capable de trancher directement le tronc de l'arbre. Cependant, avant qu'il ne puisse perfectionner la technique, il entend un bruit à proximité, venant de la direction de la vallée. Curieux, il choisit d'enquêter. En regardant de plus près l'arbre, on remarque que Kai a effectivement réussi à couper une partie des molécules de l'arbre. En arrivant dans la vallée, Kai aperçoit ce qui semble être un groupe d'enfants utilisant du matériel d'escalade, se préparant à descendre, incertain de leur motif, mais sachant qu'il est de sa responsabilité de protéger la vallée. Kai entre en action, prêt à remettre quelques-uns d'entre eux à leur place. À sa grande surprise, en regardant de plus près, il réalise que ce ne sont pas des enfants, mais des personnes de petite taille. Leur chef s'avance et se présente comme Poresh, le chef du peuple Kora. Kai n'a jamais entendu parler des Koras auparavant, et il trouve étrange que leur chef parle la langue humaine avec une telle aisance. Poresh explique ensuite que son peuple et lui échangent souvent des biens avec des marchands humains, et il semblerait que les humains apprécient beaucoup leurs marchandises. Poresh souhaite s'excuser d'être arrivé ici sans avoir demandé la permission au préalable. Il précise qu'ils sont venus honorer un ancien pacte conclu avec le grand dieu de la vallée qui réside en ce lieu. D'après ce qu'ils comprennent, le dieu de la vallée prend forme humaine. C'est pourquoi ils sont persuadés que Kai doit être le dieu de la vallée. Poresh explique ensuite que les Koras vivent discrètement dans ces bois depuis des générations en vénérant les dieux de la terre. Mais il y a quelques jours, les cochons les ont attaqués pour tenter de s'emparer de leur dieu de la terre. Les Koras sont vraiment faibles. Ils n'avaient donc aucune chance de gagner et ont été forcés de fuir leur foyer. Porek s'adresse à Kai, l'appelant un ancien dieu d'arbitrage, et le supplie de l'aider à reprendre leur patrie. Kai a du mal à comprendre tout ça,
Mais avant toute chose, il a besoin de comprendre ce qu'est un dieu d'arbitrage. Porek précise que, selon les légendes, un dieu d'arbitrage est un être doté du pouvoir de toute la création pour protéger les créatures de la forêt. Pourtant, Kai reste sceptique, ayant du mal à accepter que la légende puisse possiblement le concerner à ce moment-là. L'un des nains prend la parole et dit qu'il ne croit pas que Kai soit un dieu de l'arbitrage, car les légendes disent qu'un dieu de l'arbitrage devrait être un guerrier féroce qui punit ceux qui troublent la paix de leur terre. Et Kai n'a pas l'air féroce le moins du monde. Cependant, Poresh dit qu'il est absolument certain que Kai est le dieu de l'arbitrage parce qu'il le voit clairement. Il y a des années, Porek a subi la colère du dieu de la vallée en entrant dans cette vallée sans permission. Et en guise de punition, le dieu de la vallée lui a pris ses 2 yeux. Cependant, en retour, Porech a reçu le pouvoir de percevoir l'énergie spirituelle qui l'entoure, et quand il observe Kai, il peut clairement voir l'essence du dieu de la vallée circuler en lui. Il insiste. C'est une preuve indéniable que Kai a été béni par la protection du dieu de la vallée. De plus, ils ont déjà présenté un sacrifice. Alors maintenant, Kai n'a pas d'autre choix que de les aider. Kay est déconcerté par la mention d'un sacrifice. Alors Porech explique que plus tôt dans la journée, il a sacrifié sa petite-fille Haru à la vallée. Kay panique et leur demande de lui montrer où ils ont laissé Harua. Ils le conduisent à la corde qu'Harua a utilisée pour descendre dans la vallée. Mais cette corde a cédé il y a un moment, donc elle a probablement fait une chute mortelle. Kay saute dans la vallée et découvre le corps d'Harua au fond. Miraculeusement, elle est encore en vie. Mais la grave perte de sang signifie que le temps est compté. Se souvenant de la façon dont ses propres blessures ont guéri mystérieusement lors de son arrivée, Kai tente de reproduire le processus en utilisant la magie. Il se concentre en imaginant ses blessures se soigner d'elles-mêmes. Alors qu'il se concentre, il parvient d'une manière ou d'une autre à percevoir le tissu même des organes d'Harua, ce qui lui permet de cibler chaque cellule endommagée. Canalisant sa magie, il s'efforce de restaurer sa chair blessée. Grâce à cette nouvelle compréhension, Kai parvient à refermer les blessures d'Harua. Kay est sincèrement surpris que ça ait marché. Cependant, il semble qu'Harua aura besoin de temps pour se rétablir avant de pouvoir se relever. Pendant ce temps, Kai remarque une agitation au bord de la vallée et réalise que les orques ont lancé une attaque. Les Koras sont presque impuissants face aux énormes orques. Ils ne peuvent même pas faire grand-chose. Mais soudain, Kai apparaît, les sauvant en enfonçant sa lame dans la poitrine d'un des orques. Pendant son absence, plusieurs Koras ont déjà été tués, et le responsable est le chef orc. Le chef orc montre son emblème divin, essayant d'effrayer Kai. Pourtant, son couperet reste trempé dans le sang du massacre des Koras. À cause de cela, Kai refuse de reculer, pas avant d'avoir assouvi sa vengeance, et il n'est pas le seul à être rempli de rage, car il entend une voix qui commence dans sa tête, l'exhortant à abattre l'orque et à remplir son cœur de terreur avant sa fin. Kay comprend que la voix appartient au dieu de la vallée, et en tant que porteur gardien du dieu de la vallée, il se tient prêt à exécuter son commandement. Cependant, avant que Kai ne puisse commencer le combat, Porek s'avance et propose de le rejoindre. Il n'est peut-être pas aussi fort que Kai, mais en tant que porteur gardien lui-même, il est plus que capable au combat. Kai est reconnaissant pour le renfort. Cela simplifiera beaucoup les choses, et pour s'assurer que les orques comprennent exactement à quoi ils sont confrontés, Kai se tourne vers eux et active son propre emblème divin. Les airs suffisants sur les visages des orques disparaissent lorsqu'ils réalisent qu'ils sont maintenant confrontés à 2 porteurs gardiens. Malgré tout, leur chef leur ordonne d'attaquer quand même. Les orques se précipitent, et Kai les abat rapidement tous les 2. L'un d'eux essaie de prendre Kai en embuscade pendant qu'il est distrait, mais Porek se précipite et le frappe pour le protéger. Kai hoche la tête en signe de gratitude, bien que Porek admette qu'il ne peut gérer que les ennemis les plus faibles. Sur ce, il dit à Kai qu'il devra affronter seul le gardien orc. Kai saisit un couperet et commence à s'approcher du dernier orc. L'orc, sentant sa faim, tente d'implorer sa clémence. Celui-ci parle la langue humaine et dit à Kai qu'il n'y a pas besoin de conflit, car l'orc ne voulait cibler que les coursiers. Il prétend qu'il n'avait aucune intention d'offenser Kai. Dans des circonstances normales, Kai ne serait pas aussi furieux. Mais les orques n'ont pas seulement massacré de nombreux coursiers, ils ont commis cette atrocité dans la propre vallée de Kai. Voyant l'énergie divine bleue irradier du corps de Kai, l'orque commence à supplier pour sa vie. Pourtant, Kai n'a aucune pitié pour lui. L'orque lance une attaque désespérée pour tenter de survivre.
mais Kai lui tranche le bras avec sa lame d'énergie et enfonce l'arme dans la poitrine de l'orque pour extraire sa pierre divine. En voyant cela, Porrick est plus convaincu que jamais que Kai est vraiment le dieu de l'arbitrage, la divinité même qui lui a pris ses yeux autrefois, un dieu qui protège le monde depuis avant l'ère des dieux. Pour la première fois, Kai a ôté la vie à un porteur gardien, et Porrick révèle que consommer la pierre divine d'un porteur gardien permet d'acquérir les pouvoirs du gardien déchu. Contrairement à une pierre divine ordinaire, celle-ci est bien plus puissante, ce qui signifie qu'elle devrait conférer à Kai un gain de force considérable. Kai divise la pierre divine en 2 morceaux. Pourtant, avant de boire sa part, il en offre une partie à Porrick. Porrick demande à Kai s'il est sûr de vouloir lui en donner une portion. Mais Kai insiste, disant que Porrick le mérite après l'avoir aidé dans la bataille contre les orques. Après un moment, Porrick accepte le cadeau et exprime sa gratitude pour la gentillesse de Kai. Après avoir bu la pierre divine, Porrick tombe immédiatement à genoux, pris au dépourvu par l'intense puissance du porteur gardien, bien plus forte qu'il ne s'y attendait. Au début, Kai semble indemne, mais quelques instants plus tard, il s'effondre au sol, souffrant. Les Corers se rassemblent rapidement autour de lui, inquiets, lui demandant s'il va bien. Kai les rassure, disant qu'il a juste besoin de temps pour se remettre, puis il redescend vers la vallée, les avertissant de garder leur distance pour le moment. Pendant que Kai se repose, un cauchemar de son enfance hante son sommeil. Dans ce monde, son premier village a été incendié par une bande de gorilles, ne lui laissant d'autre choix que de s'échapper et de trouver refuge au village de Lag. Au matin, Kai se réveille et est surpris de voir qu'il a été couvert d'une couverture. Mais ce qui le choque encore plus, c'est de découvrir Haru allongé à côté de lui. Il panique et exige de savoir ce qu'Haru fait là. Alors elle lui explique qu'elle voulait juste l'empêcher de prendre froid. C'est pourquoi elle est restée près de lui pour le réchauffer. Bien que Kai l'ait sauvé, elle lui rappelle qu'elle a quand même été envoyée ici en offrande, et pour cette raison, elle jure de consacrer sa vie à le servir du mieux qu'elle peut. Kai répond qu'il n'a pas besoin d'une servante et l'exhorte à rentrer chez elle. Mais Haru insiste sur le fait qu'elle ne peut pas, selon ce que son grand-père lui a dit, si elle ne remplit pas son devoir d'offrande. Un terrible malheur s'abattra sur eux tous. Elle ne peut donc pas partir. Kai continue d'essayer de la persuader de rentrer chez elle, mais il remarque alors que le soleil s'est levé, ce qui signifie qu'il doit se dépêcher de retourner au village de Lag avant que quiconque ne découvre son absence. Il escalade rapidement le flanc de la vallée pour être surpris de constater que le reste des Corers l'attend toujours. Il s'attendait à ce qu'ils soient partis, mais comme l'explique Porrick, bien que leur Kai reconnaissant les ait sauvés des orques, ils n'ont nulle part où aller. Leur ancien village détruit, ils espéraient que Kai les autoriserait à rester ici et à se consacrer à son service. Kai ne peut s'empêcher d'éprouver de la sympathie pour leur situation. Alors, il accepte à contre-cœur de les laisser s'installer sur les terres autour de la vallée. Mais il précise une chose, il leur est absolument interdit de pénétrer dans la vallée elle-même sans sa permission directe. Alors qu'il s'apprête à retourner au village, Porrick l'arrête, disant qu'il y a quelque chose d'essentiel qu'il doit partager avant que Kai ne les quitte. Peu de temps après, Kai revient au village, pour se retrouver immédiatement face à un José irrité. Il est en retard pour leur entraînement matinal habituel, et elle n'est pas contente. Quand elle exige de savoir où il était, Kai ne peut pas vraiment admettre qu'il était dans la vallée, alors il se contente de la simple excuse d'avoir trop dormi. Peu de temps après, le chef aborde quelques amis de Kai et leur demande s'ils ont la moindre idée de l'endroit où il pourrait être. Monzo répond que Kai a été affecté à la garde de l'entrepôt aujourd'hui, donc il devrait être quelque part près du château. Quand Vezin finit par le retrouver, il défie immédiatement Kai en duel, après avoir entendu parler de la performance impressionnante de Kai lors de la défense de José. Vezin est impatient d'être témoin de la force de Kai par lui-même. Mais il assure à Kai qu'il ne s'agit que d'un simple entraînement amical. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter que quelqu'un soit tué. Kai est soulagé de savoir qu'il ne s'agit pas d'un combat à mort, mais après ce que Porrick lui a dit, il réalise qu'il devra rester prudent. Porrick, lui, a conseillé de garder secret pour le moment le fait qu'il soit un porteur de gardien, comme il n'a acquis ce pouvoir que récemment. Il est vulnérable et pourrait facilement être ciblé avant d'apprendre à le contrôler pleinement. C'est pourquoi Kai doit absolument garder son emblème divin caché. Quoi qu'il arrive, il sait qu'il doit se retenir pendant son combat contre Vezin. Bien que Vezin soit le plus faible, c'est lui qui attaque en premier, ce qui pousse Kai à bondir sur le côté et à esquiver chaque coup. Cependant, à mesure que le combat s'intensifie,
Kai commence à s'emballer. Son emblème divin apparaît alors, mais il se reprend rapidement et parvient à le maîtriser, le faisant disparaître. Mais le duel étant toujours en cours, Kai se lance à l'attaque et frappe Vezin avec sa lance. Malheureusement, la résistance de Vezin est telle que lorsque Kai le frappe, la lance se brise en deux, ne laissant à Kai d'autre choix que de se battre à main nue. Il faut lui reconnaître le mérite de ne pas reculer, mais cette détermination le conduit à se faire brutalement repousser d'un coup de pied. L'impact l'assomme, le laissant haletant et incapable de continuer. Heureusement pour Kai, Vezin semble satisfait du déroulement du combat et n'insiste pas. Il tend la main pour aider Kai à se relever et, l'ayant pris en affection, il déclare qu'à partir de demain, il prendra personnellement en charge son entraînement. Kai n'est pas vraiment ravi de cette idée, mais il sait qu'il ne peut pas refuser une offre du chef. José est impressionné que Kai ait réussi à si bien tenir tête à son père. Mais Alla ne partage pas le même sentiment, considérant toujours Kai comme un simple roturier. Pendant ce temps, José est déjà absorbé par sa prochaine séance d'entraînement ensemble. Une fois Vezin parti, Monzo et le reste des amis de Kai viennent prendre de ses nouvelles. Et après s'être assurés qu'il va bien, ils éclatent de de rire car il s'est retrouvé à s'entraîner avec Vezin, avec José et Vezin qui le tiraillent constamment dans tous les sens. Kai n'a pas eu l'occasion de quitter le village depuis un certain temps, mais ce soir, il a enfin la chance de s'éclipser. Kai retourne dans la vallée, se sentant excité d'y revenir. Mais il remarque alors une maison et se fâche immédiatement, pensant que les Koras ont emménagé même après qu'il les ait avertis que la zone était interdite. Mais lorsqu'il va enquêter, il découvre qu'il ne s'agit que des Roues, bien que Kai ait interdit aux Koras de pénétrer dans la vallée. Et Roux, elle, n'était jamais vraiment partie. De plus, elle s'était préparée au retour de Kai, et elle sort même une assiette de nourriture qu'elle a préparée spécialement pour lui. Kai était sur le point de lui dire de partir, mais il aperçoit la nourriture qu'elle a préparée, et soudain, il n'a plus aucune objection à ce qu'Eru reste dans la vallée. Eru lui demande s'il aime le repas qu'elle a préparé, et Kai répond que c'est délicieux. Cependant, au-delà du goût, c'est la plus grosse portion qu'il ait jamais eu la chance de déguster. Il se surprend presque à souhaiter pouvoir rester ici indéfiniment, car les portions qu'il reçoit au village sont généralement très petites. Le lendemain, Kai est surpris car lorsqu'il se rend au buffet pour prendre son repas quotidien, on lui tend une portion assez généreuse. La femme explique qu'elle lui en donne plus parce qu'il a fait beaucoup d'efforts récemment. Kai apprécie la nourriture supplémentaire, mais ses amis deviennent envieux et se demandent pourquoi il est le seul à recevoir un traitement de faveur. En réponse, elle leur fait remarquer qu'ils ont paressé toute la journée, donc s'ils veulent pour de plus grosses portions, ils devront commencer à travailler plus dur pour les mériter. Pendant ce temps, de l'autre côté du buffet, Elsa est occupée à servir les autres villageois, mais elle est tellement distraite à regarder Kai qu'elle finit par entasser beaucoup trop de nourriture dans l'assiette de ce type. Maintenant, elle doit essayer de le convaincre de lui rendre la portion supplémentaire. Dans les jours qui suivent, Kai persiste dans son rituel nocturne de s'éclipser du village pour surveiller la vallée. Là-bas, il choisit d'aider Eru à construire une maison. Cependant, la terminer en une seule journée est impossible, alors il commence par abattre un arbre en utilisant sa lame d'énergie. Le lendemain matin, il retourne au village et passe la journée à s'entraîner avec José. Cette nuit-là, il retourne dans la vallée pour continuer à construire. Il s'habitue à faire des allers-retours sans que personne ne le remarque, et il apprécie vraiment la vie dans les deux villages. Un jour, Kai et ses compagnons sont chargés de déplacer un énorme rocher pour faire de la place pour de nouveaux champs. Malgré leurs efforts conjugués, ils sont incapables de le bouger, même légèrement. Remarquant leurs difficultés, Vezin s'avance pour leur prêter main forte. Pour l'instant, tout le monde lui dégage le passage. Et Vezin saisit le rocher, le déplaçant de toutes ses forces, même pour quelqu'un avec l'immense force de Vezin. Un rocher de cette taille n'est pas une mince affaire. Pourtant, après quelques instants d'effort, il parvient finalement à extraire l'énorme rocher de la terre et réussit même à le soulever au-dessus de sa tête. L'obstacle étant enlevé, la terre est maintenant prête pour l'agriculture. Et cette nouvelle étendue de terre fertile signifie que le village de Lag prospérera comme jamais auparavant. En voyant cela, Vezin ne peut s'empêcher d'être satisfait. Voir Vezin dans cet état inspire Kai à s'efforcer de devenir un grand porteur gardien comme lui. Alors, cette nuit-là, alors qu'il est dans la vallée, Kai commence à s'entraîner avec ses pouvoirs et essaie de faire éclore une fleur. Mais quelle que soit l'énergie qu'il y investit,
La fleur refuse de réagir. Bien que Kai soit maintenant physiquement fort, il a encore tellement de choses à apprendre avant de pouvoir vraiment se considérer comme un porteur gardien légitime. Le lendemain matin, Kai retourne au village, et normalement, personne ne se lève si tôt. Mais aujourd'hui, Kai croise Elsa dans les champs de fleurs. Il lui demande pourquoi elle est levée si tôt. Et elle lui explique qu'elle veut juste admirer les fleurs pendant qu'elles sont écloses. Kai n'avait jamais vraiment remarqué les fleurs auparavant, mais même lui doit reconnaître à quel point elles sont belles. Elsa lui dit que ces fleurs lui rappellent celles de leur village d'enfance, l'endroit où ils ont tous les deux grandi. Kai semble perplexe face à son commentaire. Alors Elsa continue, expliquant que, même lorsque leur village brûlait, ils faisaient tout de même des efforts pour sauver les fleurs. Il faut un moment à Kai, mais il se souvient bientôt qu'Elsa était aussi de son village d'origine. Elsa est contrariée que Kai ne l'ait pas reconnue, étant donné qu'elle était à ses côtés lorsque leur village a été détruit. Kai fait remarquer qu'il était très jeune à l'époque, et que beaucoup de ses souvenirs restent flous. Kai n'a peut-être pas remarqué Elsa, mais elle l'observe attentivement, et elle trouve remarquable qu'il ait réussi à attirer l'attention de Vezin. Pourtant, Kai lui explique qu'il a encore beaucoup à améliorer, car il se considère faible comparé à Vezin. Il a énormément à apprendre s'il espère devenir plus fort. Puisque c'est la seule voie vers sa survie, Elsa se souvient que Kai a prononcé ces mots exacts le jour où leur village a été englouti par les flammes. Mais la mémoire de Kai est encore un peu floue, alors elle commence à raconter ce qui s'est passé. Alors que tous les villageois essayaient de fuir, un gorille les a soudainement pris en embuscade, et comme aucun d'eux n'avait de compétences en combat, ils étaient pratiquement sans défense et sur le point d'être massacrés. Mais sans hésitation, Kai a foncé droit sur le gorille et s'est agrippé à sa jambe. Bien sûr, Kai était bien trop faible pour infliger de réels dégâts au gorille, mais son courage a donné à Vezin juste assez de temps pour arriver et les sauver. Kai était soulagé que Vezin ait sauvé tout le monde, mais il ne pouvait s'empêcher d'être frustré par son manque de contribution. Alors il a juré de tout faire pour devenir plus fort. Après tout, ce serment n'a peut-être pas beaucoup de valeur. Vu qu'il l'avait complètement oublié, Elsa lui explique que ce serment a une signification profonde pour elle. Car ce jour-là, même si ça ne paraissait pas, Kai a sauvé tous les villageois. À ses yeux, il restera toujours un vrai héros. Pendant ce temps, au plus profond de la forêt, une bataille féroce fait rage entre les gorilles et les orques, le général orc dominant complètement le combat. Même les gardiens gorilles n'ont pas pu rivaliser avec lui et ont été instantanément décapités. Sur ce, les orques ont déclaré leur victoire sur les gorilles, revendiquant ce territoire comme le leur, et maintenant, ils ont jeté leur dévolu sur la vallée de Kai. Cependant, à cet instant précis, Kai reste totalement inconscient du danger qui approche. Regardez la prochaine vidéo à l'écran et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.